La neige tombait en flocons épais et silencieux sur notre pavillon de Neuilly-sur-Seine ce 24 décembre. Depuis la fenêtre de ma cuisine, je regardais le jardin se couvrir lentement d'un manteau blanc immaculé, contrastant avec le tumulte qui régnait dans mon cœur. 3 jours. 3 jours entiers que je m'affairais dans cette cuisine pour préparer le repas de réveillon parfait. Chaque détail avait été pensé, chaque plat minutieusement préparé selon les recettes transmises par ma grand-mère alsacienne. La dinde de Bresse trônait majestueusement dans le four, badigeonnée toutes les 30 minutes d'un mélange de beurre aux herbes et de cognac. Les marrons, que j'avais épluchés un par un la veille, mijotaient doucement dans un bouillon parfumé au laurier et au thym. À 58 ans, Martine Dubois de mon nom de jeune fille, épouse Mercier depuis 35 ans, j'avais toujours mis un point d'honneur à recevoir ma famille dignement. C'était ma façon à moi de montrer mon amour, de perpétuer les traditions, de créer ces souvenirs précieux qui, je l'espérais, resteraient gravés dans le cœur de mes petits-enfants. Emma, 8 ans, et Lucas, 6 ans, étaient déjà arrivés et couraient dans la maison, leur rire cristallin emplissant l'espace de cette joie pure que seuls les enfants peuvent apporter un soir de Noël. Mon mari Georges, directeur commercial dans une entreprise d'import-export, lisait tranquillement son journal dans le salon, occasionnellement dérangé par les enfants qui venaient lui montrer leurs dessins. Sophie, ma fille aînée, était arrivée en début d'après-midi pour m'aider, mais son mari Mathieu l'avait rapidement entraînée au salon, prétextant qu'elle devait se reposer. Paul, mon fils cadet, célibataire endurci et journaliste indépendant, était venu avec sa compagne du moment, une charmante jeune femme prénommée Léa qui semblait intimidée par notre réunion familiale. Ma mère, Henriette, 82 ans mais l'œil toujours vif, était installée dans le fauteuil près de la cheminée, observant tout ce petit monde avec cette sagesse tranquille que donnent les années. Elle avait fait l'effort de venir malgré ses problèmes de hanche, sachant combien ces réunions familiales comptaient pour moi. C'est vers 20 heures que tout a commencé à déraper. Mathieu, directeur financier dans une grande entreprise du CAC 40, diplômé d'HEC, était arrivé avec son arrogance habituelle. Depuis 10 ans qu'il avait épousé Sophie, il n'avait jamais caché son dédain pour notre famille qu'il jugeait trop modeste, trop provinciale malgré notre adresse parisienne. Ses premiers commentaires désobligeants ont fusé dès l'apéritif. Le champagne n'était pas assez millésimé à son goût, les canapés manquaient de raffinement, la décoration était touchante dans son côté kitsch assumé, cette dernière remarque accompagnée d'un sourire condescendant qui m'avait fait serrer les dents. J'avais continué à servir, à sourire, à faire la conversation, ignorant ses piques comme j'avais appris à le faire au fil des années. Mais Mathieu semblait particulièrement en verve ce soir-là. Quand j'ai apporté l'entrée, un foie gras maison que j'avais préparé selon une recette familiale séculaire, il a soupiré ostensiblement avant de déclarer à qui voulait l'entendre que chez Fauchon, on trouvait vraiment mieux et que c'était dommage de s'obstiner à faire soi-même quand on n'avait pas le niveau. Sophie avait rougi, murmurant quelque chose d'inaudible. Georges avait levé les yeux de son assiette une fraction de seconde avant de replonger dans sa dégustation silencieuse. Paul avait fusillé Mathieu du regard, mais je lui avais fait discrètement signe de ne pas intervenir. Ma mère avait simplement secoué la tête, cette expression de tristesse résignée sur le visage qu'elle avait quand elle voyait quelqu'un manquer à ce point d'éducation. Le plat principal fut le théâtre d'une nouvelle salve de critiques. La dinde était trop sèche selon lui. Elle était parfaite, les légumes manquaient d'originalité, et pourquoi donc servir des marrons quand tout le monde savait que c'était dépassé? Il pontifiait, gesticulant avec sa fourchette, expliquant comment sa mère recevait, elle, avec quel talent elle savait transformer un simple repas en expérience gastronomique. J'ai vu Emma baisser les yeux sur son assiette, ne comprenant pas pourquoi son père était si méchant avec mamie. Lucas, lui, continuait à manger avec appétit, trop jeune encore pour saisir la tension qui montait autour de la table. C'est au moment du dessert que l'irréparable s'est produit. J'avais passé 8 heures la veille à préparer cette bûche au chocolat et au marron, recréant celle que ma grand-mère faisait et que Sophie adorait enfant. Les décorations en sucre filé, les petits personnages en pâte d'amande, tout avait été fait avec amour et patience. Quand je l'ai posé sur la table, les yeux des enfants se sont illuminés. Sophie a eu un sourire nostalgique, reconnaissant immédiatement le dessert de son enfance. Mais Mathieu s'est levé brusquement, repoussant sa chaise avec un bruit qui a fait sursauter tout le monde. Il m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu un mépris si profond que j'en ai eu le souffle coupé. Sa voix était claire, tranchante, portant parfaitement dans le silence soudain de la pièce. « Tu es vraiment inutile, Martine. Complètement inutile et pathétique. Regarde-toi, à jouer à la parfaite petite ménagère, à prétendre que tes petits plats minables ont de la valeur.
Sophie mérite tellement mieux qu'une belle-mère comme toi qui ne sait même pas organiser un simple repas de Noël correctement. Tu n'as rien accompli dans ta vie, tu es juste un poids, un boulet que cette famille traîne par pitié. Le silence qui a suivi était épouvantable. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon, le crépitement du feu dans la cheminée, la respiration saccadée d'Emma qui retenait ses larmes. Ma mère avait porté sa main à sa poitrine, choquée par tant de violence verbale. Paul s'était à moitié levé, les poings serrés, mais mon regard l'a cloué sur place. Georges, fidèle à lui-même, fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Et Sophie? Sophie murmurait faiblement quelque chose à propos du stress de Mathieu au travail, de la pression des fins d'année, cherchant désespérément à excuser l'inexcusable. J'ai posé doucement le couteau à gâteau sur la nappe brodée. Mes mains ne tremblaient pas, c'était déjà ça. Je me suis redressée, j'ai lissé mon tablier, celui que ma mère m'avait offert pour mon mariage, et je suis sortie de la salle à manger la tête haute, le dos droit, avec toute la dignité qu'il me restait. Dans la solitude de ma cuisine, appuyée contre le plan de travail en granit où s'empilaient encore les plats du festin que j'avais préparé avec tant d'amour, j'ai enfin laissé couler mes larmes. Elles étaient chaudes, amères, chargées de toute cette frustration accumulée au fil des années. Par la porte entr'ouverte, j'entendais les voix étouffées de ma famille. Paul qui élevait le ton, Sophie qui pleurait, ma mère qui tentait de calmer les enfants. Mais je ne pouvais pas retourner dans cette pièce, pas maintenant, pas avec cette humiliation qui me brûlait la poitrine comme de l'acide. Ce que Mathieu ignorait, ce que tous ignoraient en fait, c'était l'ironie mordante de ses paroles. Inutile, moi? Si seulement il savait. J'ai essuyé mes larmes et je suis montée dans mon bureau, cette pièce du premier étage que Georges pensait être mon atelier de couture. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai regardé les chiffres s'afficher sur l'écran. Mon portefeuille d'investissement valait aujourd'hui 8,7 millions d'euros. Ma société de conseil, créée sous le nom de Marie Dubois Consulting, employait 15 personnes et générait un chiffre d'affaires annuel de 3,2 millions d'euros. Tout avait commencé 15 ans plus tôt, à la mort de mon père. L'héritage qu'il m'avait laissé n'était pas énorme, 150 000 euros, mais j'avais décidé d'en faire quelque chose. J'avais toujours eu un don pour les chiffres, cette capacité à voir les tendances avant les autres. Mon diplôme de comptabilité, que Mathieu méprisait tant, m'avait donné les bases. Internet m'avait donné le reste. J'avais passé des nuits entières à étudier les marchés, à analyser les startups prometteuses, à comprendre les mécanismes de l'investissement. Mon premier coup de maître avait été d'investir dans une petite entreprise de biotechnologie que tout le monde ignorait. 2 ans plus tard, elle était rachetée par un géant pharmaceutique et mes 20 000 euros s'étaient transformés en 400 000. J'avais réinvesti, diversifié, appris de mes erreurs. Parallèlement, j'avais commencé à donner des conseils à quelques amis entrepreneurs. Mes analyses étaient justes, mes intuitions souvent prophétiques. Le bouche à oreille avait fait le reste. La société de conseil était venue naturellement. Sous mon nom de jeune fille, j'avais créé cette structure qui accompagnait maintenant certaines des plus belles réussites entrepreneuriales de la région. Mes clients ne savaient pas que Marie Dubois était aussi Martine Mercier, la femme au foyer de Neuilly. J'aimais ce secret, cette double vie qui me permettait d'être moi-même quelques heures par jour, loin des conventions étouffantes de mon milieu. Les jours suivants ce Noël catastrophique ont été étranges. Sophie m'a appelé le lendemain matin, la voix pâteuse d'avoir trop pleuré. Ses excuses étaient maladroites, embarrassées. Elle ne défendait plus vraiment Mathieu mais cherchait surtout à s'assurer que je continuerais à m'occuper des enfants. J'ai accepté, bien sûr. Emma et Lucas n'étaient pas responsables de l'arrogance de leur père. Paul est passé me voir plusieurs fois cette semaine-là. Mon fils journaliste avait toujours eu des doutes sur mes activités. Il avait remarqué mes absences régulières, mes conversations téléphoniques cryptiques, cette lueur dans mes yeux quand je parlais d'économie. « Maman, m'a-t-il dit un jour, tu caches quelque chose, et j'espère que ce n'est pas un amant parce que franchement, tu mérites mieux que papa. » J'avais ri, mais je n'avais rien révélé. Georges, lui, avait fait comme si rien ne s'était passé. 35 ans de mariage m'avaient appris qu'il était capable d'une capacité de déni phénoménale. Il continuait sa routine, partant au bureau le matin, rentrant le soir, regardant ses matchs de football le week-end. Notre couple était devenu une cohabitation polie, sans heurts mais sans passion non plus. Ma mère, en revanche, m'avait surprise. Elle était venue déjeuner le mercredi suivant et m'avait dit, de but en blanc. «
Tu sais, ma chérie, ton père serait fier de ce que tu as fait de son héritage. » J'avais failli m'étrangler avec mon thé. Elle avait souri, ce sourire malicieux qu'elle avait quand elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Je ne suis pas sénile, Martine. Je vois les relevés bancaires qui arrivent parfois. Je reconnais les noms de sociétés dans lesquelles ton père aurait aimé investir. Et puis, cette façon que tu as de disparaître certains après-midi avec ton ordinateur portable. Tu es brillante, ma fille, mais tu caches trop bien ta lumière. C'est le 31 décembre, exactement une semaine après le réveillon, que tout a basculé. J'étais dans mon bureau, en vidéoconférence avec mes avocats pour finaliser les derniers détails de la vente de ma société. Un groupe international, Quantum Business Solutions, offrait 12 millions d'euros pour acheter Marie Dubois Consulting. Les négociations duraient depuis 3 mois et nous touchions au but. Mon avocat principal, Maître de la Vigne, était optimiste. Madame Dubois, avec les earn-out et les bonus de performance, nous pourrions monter à 15 millions sur 3 ans. C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti. J'ai mis la conversation en pause et je suis descendu ouvrir. Mathieu se tenait sur le seuil, mais ce n'était plus le même homme. L'arrogance avait disparu, remplacée par une fatigue profonde qui creusait ses traits. Ses yeux étaient cernés, sa cravate de travers, et il avait cette façon de se tenir légèrement voûté de ceux qui portent un poids trop lourd. « Martine, est-ce que je peux entrer ? S'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Sa voix était différente, dépouillée de cette suffisance qui le caractérisait habituellement. J'ai hésité une fraction de seconde, puis je l'ai fait entrer. Nous nous sommes installés dans le salon, lui sur le canapé, moi dans le fauteuil face à lui, maintenant une distance de sécurité émotionnelle. Il se tordait les mains, cherchant visiblement ses mots, lui qui d'habitude avait toujours une répartie cinglante prête. Je dois d'abord m'excuser pour la semaine dernière. C'était inexcusable. » Il a relevé les yeux vers moi, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, de la peur. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Enfin, pas seulement. » Il a pris une profonde inspiration et a commencé son récit. Son entreprise, ce fleuron du CAC 40 dont il était si fier, avait été éclaboussée par un scandale financier majeur 3 mois plus tôt. Le PDG et plusieurs hauts dirigeants étaient impliqués dans une affaire de détournement de fonds et de manipulation boursière. Mathieu n'était pas directement concerné, mais tous les cadres dirigeants avaient été remerciés pour permettre à l'entreprise de repartir sur des bases saines. En clair, ils avaient servi de fusible. Depuis octobre, il cherchait désespérément du travail. Mais son nom était désormais associé au scandale. Les recruteurs ne rappelaient pas. Les entretiens tournaient court dès qu'il vérifiait ses références. Il avait même tenté sa chance à Londres et à Francfort, sans succès. Le milieu de la finance parisienne est petit, et les rumeurs voyagent vite. J'ai menti à tout le monde, a-t-il continué, la voix se brisant légèrement. Chaque matin, je mets mon costume, je prends ma mallette, et je pars. Mais au lieu d'aller au bureau, je vais dans un café près de la Défense. Je passe mes journées à envoyer des CV, à passer des appels, à mendier des rendez-vous. Sophie pense que je suis débordée par la clôture des comptes annuels. Les économies du couple fondaient rapidement. Ils avaient 3 mois de retard sur le crédit immobilier de leur maison de Saint-Cloud, cette bâtisse prétentieuse que Mathieu avait absolument voulu acheter pour impressionner ses collègues. Les frais de scolarité de l'école privée des enfants pour le trimestre suivant n'étaient pas payés. Les factures s'accumulaient. La semaine dernière, au réveillon, j'étais au bout du rouleau. J'avais bu avant de venir, pour me donner du courage. Et quand j'ai vu tout le monde réuni, heureux, insouciant, pendant que moi je me noyais. J'ai craqué. Et tu as été ma victime. Parce que tu étais là, parce que tu représentais tout ce que j'avais perdu. La stabilité, la sérénité, la capacité à rendre les gens heureux avec des choses simples. Il s'est tu un moment, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Mathieu Beaumont, l'homme qui ne montrait jamais de faiblesse, pleurait dans mon salon. J'ai entendu dire, a-t-il repris en s'essuyant les yeux, par l'un de mes anciens collègues, que tu connaissais du monde dans le milieu des affaires. Que tu avais des contacts, des relations. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après ce que j'ai fait, mais est-ce que tu pourrais m'aider ? User de ton influence pour me faire rencontrer quelqu'un, n'importe qui pourrait me donner une chance. L'ironie de la situation était presque douloureuse. Une semaine plus tôt, j'étais inutile et pathétique. Maintenant,
J'étais son dernier espoir. J'ai laissé le silence s'installer, le laissant mariner dans son inconfort. Puis je me suis levée. Attends-moi ici. Je suis montée dans mon bureau et j'ai pris mon ordinateur portable, ainsi que plusieurs dossiers. En redescendant, j'ai croisé mon reflet dans le miroir du couloir. Cette femme que je voyais n'était plus la Martine humiliée du réveillon. C'était Marie Dubois, la femme d'affaires, celle qui négociait des contrats à plusieurs millions d'euros. De retour dans le salon, j'ai posé l'ordinateur sur la table basse et je l'ai ouvert. L'écran s'est allumé sur la page d'accueil de Marie Dubois Consulting. J'ai vu les yeux de Mathieu s'écarquiller quand il a lu la liste de nos clients. Airbus, L'Oréal, plusieurs grandes banques, des start-ups devenues licornes. C'est ta société. Sa voix était à peine un murmure. Oui. Créée il y a 8 ans. 15 employés, 3,2 millions de chiffre d'affaires annuel. J'ai ensuite ouvert un article des Échos daté de la semaine précédente. Marie Dubois Consulting en négociation exclusive avec Quantum Business Solutions pour une acquisition estimée à plus de 10 millions d'euros. Mathieu est devenu livide. Il a relu l'article 3 fois, comme s'il n'arrivait pas à y croire. J'ai continué ma démonstration, lui montrant mes investissements, mes participations dans diverses entreprises. À chaque révélation, il semblait rapetisser un peu plus. Mais pourquoi? Pourquoi cacher ça? Parce que je voulais voir qui m'aimait pour moi-même, pas pour mon argent. Et j'ai eu ma réponse la semaine dernière. Le silence était pesant. Mathieu fixait l'écran, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. L'homme qui m'avait humilié découvrait qu'il avait insulté quelqu'un qui valait infiniment plus que lui, financièrement parlant. Il se trouve, ai-je repris, que l'une de mes participations, Technovision, cherche un directeur commercial pour leur nouvelle filiale française. C'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la finance. Le poste est parfait pour ton profil. 150 000 € annuels plus bonus, voiture de fonction, stock option. J'ai suffisamment d'influence au conseil d'administration pour te garantir un entretien. J'ai vu l'espoir renaître dans ses yeux, puis j'ai ajouté. Mais j'ai des conditions. Les conditions que j'ai posées à Mathieu étaient simples mais non négociables. D'abord, il devait organiser un dîner familial où il s'excuserait publiquement, devant tous ceux qui avaient assisté à mon humiliation. Pas de petites excuses murmurées, mais une vraie reconnaissance de ses torts. Ensuite, il devait dire la vérité à Sophie sur leur situation financière. Enfin, s'il obtenait le poste, il devrait reverser 10% de son salaire annuel pendant 3 ans à une association caritative que je soutiens, qui aide les femmes à créer leur entreprise. Mathieu a tenté de négocier, arguant que des excuses privées seraient suffisantes, que Sophie serait dévastée d'apprendre la vérité. Mais j'ai tenu bon. C'était mes conditions ou rien. Il a fini par accepter, vaincu. Le dîner de réconciliation a eu lieu le samedi suivant, le 7 janvier. Mathieu avait fait des efforts considérables pour que tout soit parfait, une ironie qui ne m'a pas échappé. Toute la famille était présente. Georges, toujours égal à lui-même, ma mère avec son sourire entendu, Paul accompagné de Léa, Sophie nerveuse et les enfants. Après l'entrée, Mathieu s'est levé. Il était pâle mais déterminé. Ce qui a suivi restera gravé dans ma mémoire. Il a reconnu publiquement ses torts, avoué ses mensonges, révélé sa situation professionnelle. Mais surtout, il a déclaré devant tous que j'étais probablement la personne la plus brillante qu'il connaissait, révélant ma réussite professionnelle cachée. La stupéfaction de ma famille était totale. Sophie pleurait, mais cette fois c'étaient des larmes de fierté mêlées de honte pour ne pas m'avoir défendue. Paul a éclaté de rire, disant qu'il s'en doutait depuis longtemps. Georges m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois en 35 ans. Ma mère rayonnait de fierté. Les excuses de Mathieu étaient sincères, je pouvais le sentir. L'humiliation qu'il subissait en avouant ses échecs était une juste rétribution pour celle qu'il m'avait infligée. J'ai tenu parole. L'entretien chez Technovision s'est bien passé et Mathieu a obtenu le poste. Il s'est révélé excellent, retrouvant sa confiance mais sans l'arrogance. Notre relation a complètement changé. Il me consulte régulièrement pour des conseils professionnels et me traite avec un respect qui frise parfois la déférence. Sophie et moi nous sommes considérablement rapprochés. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours senti que je cachais quelque chose, mais elle n'aurait jamais imaginé une telle réussite.
Elle regrette amèrement de ne pas m'avoir défendu et fait tout pour se rattraper. La révélation a également transformé mon mariage. Georges, après le choc initial, a commencé à me regarder différemment. Nous avons entamé une thérapie de couple et pour la première fois depuis des années, nous nous parlons vraiment. Il m'a avoué s'être toujours senti inférieur intellectuellement et avoir choisi l'indifférence comme mécanisme de défense. J'ai finalement vendu ma société pour 15 millions d'euros. J'ai créé des fonds fiduciaires pour Emma et Lucas, fait des donations généreuses à plusieurs associations, et gardé suffisamment pour vivre très confortablement tout en continuant à investir. Mais la vraie victoire n'est pas financière. C'est d'avoir retrouvé ma dignité, d'avoir forcé le respect de ceux qui me méprisaient, et surtout d'avoir montré à mes petits-enfants qu'il ne faut jamais juger les gens sur les apparences. Le Noël suivant, c'est Mathieu qui a porté le toast en mon honneur, me remerciant pour ma générosité et mon pardon. Emma m'a serré dans ses bras en me murmurant « Mamie, tu es ma héroïne ». C'était la plus belle revanche possible. Une revanche servie non pas froide, mais avec la chaleur de la réconciliation et du respect retrouvé. Aujourd'hui, je ne cache plus qui je suis. Marie Dubois et Martine Mercier ne font plus qu'une. J'ai 60 ans et je commence enfin à vivre pleinement, sans masque, sans faux-semblant. Cette histoire m'a appris que la patience et la dignité sont les meilleures armes face à l'adversité, et que les personnes les plus discrètes cachent souvent les plus grandes forces. Mathieu avait raison sur un point. Je méritais mieux. Mais pas dans le sens où il l'entendait. Je méritais mieux que de cacher ma lumière sous le boisseau. Maintenant, elle brille, et elle éclaire toute ma famille.